À nos fiançailles, elle a dit, pourquoi aurais-je des enfants avec un loser comme toi? J'ai immédiatement annulé les fiançailles. Elle a essayé de me prendre la bague et a fait une crise, que quelqu'un a filmée. Et le lendemain matin, elle n'avait plus aucun soutien. J'ai 29 ans. Je travaille comme ingénieur électricien pour une entreprise de taille moyenne ici en Arizona. Je suis dans la même entreprise depuis que j'ai obtenu mon diplôme universitaire et j'ai gravi les échelons jusqu'à devenir chef de projet senior. Rien de glamour, mais le salaire est solide. Je possède ma propre maison et j'ai un pick-up payé dans mon garage, à côté d'une Chevelle SS. De 1972 que je restaure depuis 3 ans. La maison est un 3 pièces dans un quartier calme, le genre d'endroit où vos voisins vous saluent quand ils tombent. La pelouse et personne ne fait de fête déjantée à 2 heures du matin. Je l'ai acheté en saisie il y a 3 ans et j'ai passé tous les week-ends de la première année à la réparer. Nouvelle cloison sèche dans la chambre principale. J'ai entièrement refait les armoires de cuisine. J'ai posé moi-même les planchers de bois dur. Après avoir regardé une 50aine de tutoriels YouTube. Rien d'extravagant. Mais c'est à moi. Chaque amélioration, chaque mise à niveau a été faite de mes propres mains et avec mon propre argent. Mon pick-up est un F-150 de 2015. Je l'ai acheté d'occasion avec 40 000 miles et il a été fiable depuis. Il me conduit au travail, transporte des matériaux pour les projets de la maison et ne se plaint jamais. Certains préfèrent les voitures neuves et flashy, mais j'ai toujours cru qu'il fallait prendre soin de ce que l'on a au lieu de courir constamment après la nouveauté. La Chevelle était le projet automobile de mon père, qu'il n'a jamais terminé avant de décéder. Le cancer l'a emporté quand j'avais 22 ans, juste après avoir obtenu mon diplôme. Il y travaillait depuis que j'étais enfant. Et la terminer est devenue une mission pour moi. Chaque week-end libre, chaque jour de congé, je suis dans le garage, les mains couvertes de graisse, à travailler sur quelque chose qu'il a commencé. Ça me le garde près de moi, tu sais? Ma mère vit à environ 30 minutes dans une petite maison qu'elle a eue depuis ma naissance. C'est la femme la plus douce du monde. Elle passe son temps à faire du bénévolat à l'église et à s'occuper de son jardin. Après la mort de papa, je suis devenu l'homme de la famille par défaut. Ce n'est pas que cela me dérangeait, prendre soin de ma mère n'a jamais été un fardeau. J'y vais tous les dimanches pour le dîner. J'aide au jardin. Je répare ce qui doit l'être. Elle fait semblant de ne pas avoir besoin d'aide, mais je peux voir qu'elle apprécie ma présence. C'est le moins que je puisse faire pour la femme qui m'a élevé, n'est-ce pas? Elle m'a vraiment appris tout ce qui est important, comme traiter les gens avec respect, travailler dur sans se plaindre. Être la même personne, que l'on parle à un PDG ou à un concierge. Mon père a renforcé tout cela, mais maman était l'architecte de mon caractère. Perdre papa l'a presque brisé, mais elle est restée forte pour moi. Elle s'est assurée que je termine l'université. Elle ne m'a jamais laissé la voir s'effondrer, même quand je savais qu'elle souffrait. Il y a environ 2 ans et demi, j'ai rencontré Rachel au mariage d'une amie. Elle était demoiselle d'honneur. Absolument magnifique dans cette robe émeraude qui correspondait à ses yeux. Nous avons commencé à parler pendant la réception et avons tout simplement accroché. Elle riait à mes blagues idiotes. Elle semblait réellement intéressée. Quand je parlais de mon travail et quand j'ai mentionné la Chevelle, elle m'a même demandé des photos. Je me souviens avoir pensé que c'était différent des conversations habituelles que j'avais avec des femmes à ces événements. Sans prétention, sans jeux étranges, juste 2 personnes appréciant la compagnie l'une de l'autre. Elle avait une façon de se pencher quand je parlais, comme si tout ce que je disais comptait. Elle me faisait sentir que j'étais la seule personne dans toute cette salle de réception. Nous avons échangé nos numéros à la fin de la soirée et je lui ai envoyé un texto le lendemain pour lui dire que j'avais passé un excellent moment. Elle a répondu en quelques minutes.
Notre premier rendez-vous était un café dans ce petit magasin du centre-ville et nous avons parlé pendant 3 heures sans même remarquer le temps passé. Le deuxième rendez-vous était un dîner dans un steakhouse où elle a commandé un ribeye au lieu d'une salade et a gagné environ 1000 points dans mon livre. Rachel travaillait comme hygiéniste dentaire dans une clinique du centre-ville. Ce n'était pas le travail le plus excitant du monde, mais elle semblait s'en contenter. Elle vivait dans un appartement avec une colocataire, conduisait une Honda Sensé et avait une énergie contagieuse qui mettait tout le monde à l'aise autour d'elle. Sa famille, cependant, était une autre histoire. Sa mère, Patricia, était du genre à grimper l'échelle sociale et s'est mariée 3 fois. Chaque mari étant plus riche que le précédent. Le mari actuel était Gérald, un cadre à la retraite qui passait ses journées à jouer au golf et à prétendre que son opinion comptait plus qu'elle ne le faisait réellement. Il vivait dans cette immense maison à Scottsdale et organisait des fêtes juste pour se vanter. Rachel avait une sœur cadette nommée Britney, qui était essentiellement une copie de sa mère. Elle avait 24 ans, n'avait jamais eu de vrai emploi et passait ses journées à poster des photos aguicheuses sur Instagram en attendant qu'un homme riche l'épouse. Elle avait déjà eu 2 fiançailles qui s'étaient effondrées quand les hommes avaient réalisé qu'elle était plus intéressée par leur compte bancaire que par leur personnalité. Ensuite, il y avait le père de Rachel, Frank. Lui et Patricia ont divorcé quand Rachel avait 12 ans et il s'est remarié avec une femme nommée Donna, qui était en fait plutôt cool. Frank était un plombier qui a bâti son entreprise à partir de zéro. Un type terre à accent grave terre, les mains calleuses, toujours prêt à faire une blague. Nous sommes tout de suite entendus car nous comprenions tous les deux ce que signifiait gagner sa vie. Le côté de la famille de Frank était l'opposé de celui de Patricia. Il faisait des barbecues dans le jardin au lieu d'événements. Traiteur. Il regardait des matchs de football sur des télévisions normales. Au lieu d'écran de projection. Il donnait des câlins au lieu de bises. Chaque jour férié, Rachel partageait son temps entre les deux familles et je pouvais toujours dire lesquelles elle appréciait le plus. Le truc avec Rachel, c'est qu'elle semblait piégée entre ces deux mondes. Parfois, elle était tout à fait terre à accent grave terre, m'aidant dans le garage ou cuisinant le dîner chez moi. Pendant que nous regardions Netflix. D'autres fois, surtout après avoir passé du temps avec sa mère, elle faisait ses petites remarques sur l'amélioration des choses ou à quel point il serait agréable d'avoir ce que d'autres personnes avaient. La plupart du temps, je l'ignorais. Tout le monde veut de belles choses, n'est-ce pas? Et je n'étais pas exactement dans le besoin. Ma maison n'était pas un manoir, mais elle était à moi. Mon camion n'était pas neuf, mais il fonctionnait à merveille. Je pensais qu'elle n'était que temporairement influencée par sa mère et que ça lui passerait. Nous sommes sortis ensemble pendant environ 18 mois avant que je ne la demande en mariage. J'ai tout fait correctement aussi. J'ai demandé la bénédiction à son père, Frank, qui me l'a donné avec enthousiasme tout en me prévenant que Patricia essaierait de prendre le contrôle de toute la planification du mariage. J'ai trouvé sa taille de bague grâce à sa meilleure amie, Amanda. J'ai choisi une taille princesse de 2 carats qui m'a coûté environ $10 000, ce qui représentait pratiquement toutes mes économies, plus un peu d'argent supplémentaire que j'avais mis de côté. La demande en mariage a eu lieu dans ce jardin botanique où nous avions eu notre premier vrai rendez-vous. Je me suis agenouillé au coucher du soleil. Tout le rituel. Elle a pleuré, a dit oui et pendant environ 3 secondes, j'ai pensé que j'étais l'homme le plus chanceux du monde. Ensuite, la planification a commencé. Patricia a immédiatement essayé de tout détourner. Soudain, le mariage n'était plus à propos de Rachel et moi. Il s'agissait d'impressionner ses amis du country club. Elle a insisté pour des lieux que je ne pouvais pas me permettre, des listes d'invités qui incluaient des personnes qu'aucun de nous
N'avait jamais rencontré une liste de demoiselles d'honneur qui grandissait. Chaque semaine. J'ai essayé de fixer des limites. J'ai dit que nous paierions ce que nous pouvions nous permettre et que tout ce qui dépassait cela devrait venir de ceux qui le voulaient. Patricia n'a pas aimé ça. Elle a commencé à faire ses remarques passives-agressives sur la façon dont ses filles méritent le meilleur. Et c'était dommage que certaines personnes ne puissent pas offrir cela. Rachel m'a défendu au début, disant à sa mère de reculer. Elle a dit qu'elle était heureuse de nos projets, mais avec le temps, j'ai remarqué que sa résolution ça me nuisait. Elle rentrait des visites avec Patricia, tout excitée par des choses que nous devions absolument avoir. Des choses sur lesquelles nous avions convenu qu'elles n'étaient pas importantes devenaient soudainement essentielles. Les fiançailles ont duré 8 mois avant que la fête n'ait lieu. Patricia a insisté pour nous offrir une fête de fiançailles dans sa maison de Scottsdale. L'idée ne m'enchantait pas, mais Rachel la voulait vraiment et son père a dit que ce serait une bonne occasion pour les deux familles de bien se connaître avant le mariage. Ma liste d'invités était simple. Ma mère, mon oncle Dave et sa femme. Ma cousine Jackie et sa petite amie, et environ 5 de mes amis les plus proches, y compris Nat, qui était mon meilleur ami depuis le lycée. Un total d'environ 12 personnes. La mère de Rachel en a invité plus de 60. La plupart d'entre eux, je ne les avais jamais rencontrés. Des couples de country club, des partenaires commerciaux de Gérald, des gens au hasard du club de lecture de Patricia ou autres. La liste d'invités était essentiellement un bottin mondain de personnes essayant de se surpasser les unes les autres. La fête a été relativement calme pendant les 2 premières heures. Je suis resté avec mes proches, présentant ma mère, rattrapant le temps perdu avec Nat et les gars. Gardant un œil sur Rachel pendant qu'elle se déplaçait dans la pièce. Elle avait l'air heureuse, c'est ce qui comptait. Ensuite, Patricia a fait teinter son verre. Et a appelé tout le monde à porter un toast. Gérald a été le premier avec un discours générique me souhaitant la bienvenue dans la famille. Il n'a même pas eu mon travail correctement. Il m'a appelé électricien au lieu d'ingénieur. Électricien. Mais bon. Patricia a ensuite parlé de sa belle-fille, trouvant l'amour et comment elle espérait que nous construirions une vie merveilleuse ensemble, ce qui a semblé étonnamment sincère jusqu'à ce qu'elle ajoute quelque chose sur la possibilité que nous déménagions un jour plus près d'eux. Subtil. Le père de Rachel, Frank, a fait un excellent toast. Il a dit que j'étais exactement le genre d'homme avec lequel il espérait que sa fille finirait. Travailleur, honnête, de bonne valeur. Il a dit que sa seule plainte était que j'étais un Chevy Guy au lieu d'un Ford Guy, ce qui a provoqué un grand rire de ma part et des regards confus de la part des gens de Patricia. Puis ce fut au tour de Rachel de dire quelque chose. Elle s'est levée, un verre à la main. Magnifique dans une robe d'été blanche qu'elle avait achetée spécialement pour l'occasion. Tout le monde s'est tu, s'attendant à ce qu'elle fasse un discours sincère sur notre relation. Au lieu de cela, elle a pris une profonde inspiration et a dit quelque chose qui résonne encore dans ma tête. J'ai beaucoup réfléchi à l'avenir ces derniers temps, à ce que je veux vraiment. Et en étant ici, en regardant les deux côtés de ma famille, j'ai eu quelques révélations. Je me souviens avoir pensé que c'était une façon étrange de commencer un toast, mais bon, peut-être qu'elle allait quelque part avec ça. Quand j'étais plus jeune, j'ai toujours rêvé d'un certain genre de vie, une belle maison, de belles voitures, de pouvoir voyager et de ne pas me soucier de l'argent. Et je pensais que l'amour suffirait à y arriver, mais ces derniers temps, je me suis rendu compte que ce n'est pas réaliste. Le jardin était complètement silencieux. Maintenant, ma mère me serrait la main. Nat regardait Rachel, la bouche légèrement ouverte et honnêtement, en regardant à quoi ressemblerait ma vie si j'épousais Jason, elle a fait une pause et m'a regardé directement avec quelque chose qui ressemblait à du mépris dans ses yeux. Pourquoi voudrais-je avoir des enfants avec un loser comme lui?
Il ne sera jamais rien de plus que ce qu'il est maintenant. Un gars qui bricole des voitures le week-end et qui pense qu'un salaire de classe moyenne est quelque chose dont il faut être fier. Le silence qui a suivi a été le plus bruyant que j'ai jamais entendu. La prise de ma mère sur ma main s'est resserrée. J'ai senti mon oncle Dave se lever derrière moi. Quelque part dans la cour, Franck a dit quelque chose comme « Rachel, qu'est-ce que tu fais ?» Mais cela sonnait lointain, comme s'il était sous l'eau. Rachel a continué comme si elle avait attendu de dire cela pendant des mois et ne pouvait plus s'arrêter. Ma mère a raison. Je mérite mieux. Je mérite quelqu'un avec une vraie ambition qui peut me donner la vie que je veux, pas quelqu'un qui va me piéger dans une existence ennuyeuse où le point culminant de notre année est de terminer une stupide vieille voiture que son père mort a laissée. Elle a réellement dit cela à propos de mon père et de la Chevelle. Quelque chose en moi a changé à ce moment-là. Pas exactement de la colère, plutôt de la clarté, comme si quelqu'un avait tiré un rideau et m'avait montré exactement avec qui j'étais sur le point de me marier. Je me suis levé lentement. Tout le monde me regardait, s'attendant probablement à ce que je pleure ou que j'explose. Je n'ai fait ni l'un ni l'autre. Rachel, j'ai dit, en gardant ma voix parfaitement calme. Rends-moi la bague. Elle a cligné des yeux, comme si elle ne s'attendait pas à cette réponse. Quoi? La bague. Celle pour laquelle j'ai dépensé 15 000 $. Celle que tu portes à ton doigt en ce moment. Enlève-la et donne-la moi. Patricia a immédiatement interrompu. Maintenant, attendez une minute. Cette bague était un cadeau. Elle est légalement à elle. En fait, j'ai dit. Toujours calme. En Arizona, une bague de fiançailles est considérée comme un cadeau conditionnel. La condition est le mariage. Puisqu'il n'y aura clairement pas de mariage, la bague me revient maintenant. J'ai cherché ça après la rupture des fiançailles de mon ami l'année dernière. J'ai tendu la main vers Rachel. La bague. C'est là que les choses sont devenues intéressantes. Le visage de Rachel a traversé environ 6 émotions différentes. Le choc que je ne la supplie pas de reconsidérer, la confusion de pourquoi je ne me battais pas pour elle. Puis une sorte de panique désespérée en réalisant ce qu'elle venait de faire devant tout le monde. Jason, attends. Je ne voulais pas. J'étais juste. Elle a commencé à se rétracter. Tu m'as traité de loser devant 60 personnes. Tu t'es moqué de mon père mort. Tu as annoncé à tout le monde ici que tu pensais que tu étais trop bien pour moi. J'ai gardé ma main tendue. La bague. Non, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas juste rompre les choses. Parce que j'étais honnête à propos de mes sentiments. Honnête? Je me suis fait mis à rire. Tu viens de torpiller toute notre relation devant nos deux familles parce que tu penses que tu mérites un homme riche au lieu de moi. Ce n'est pas de l'honnêteté, c'est de la cruauté et je n'épouse pas les gens cruels. Patricia a essayé d'intervenir à nouveau, se plaçant entre Rachel et moi. Jeune homme, vous devez vous calmer et réfléchir à ce que vous faites. Rachel est émotive en ce moment et vous réagissez de manière excessive. Réagir. De manière excessive. Mon oncle Dave était à mes côtés maintenant. Madame? Votre fille vient de traiter mon neveu de loser et d'insulter son frère décédé. Devant tout le monde. En fait, il réagit avec peu de force. Mêlez-vous de vos affaires, a claqué Patricia. C'est une affaire de famille. Il fait partie de la famille, a dit ma mère, se levant d'une voix d'acier que j'avais rarement entendue. Et ce que votre fille vient de faire est impardonnable. Mon fils vaut 10 fois plus que n'importe quel homme qu'elle choisirait. Rachel a commencé à pleurer, mais pas le genre de larmes tristes, plutôt le genre frustré, comme quand un enfant n'obtient pas ce qu'il veut.
Maman, fais quelque chose. Il ne peut pas simplement me quitter. Regardez. Je me suis tourné vers ma mère. Ramasse tes affaires. On s'en va. C'est alors que Rachel s'est jetée sur moi. Je ne plaisante pas. Elle m'a attrapé le bras, essayant de m'empêcher de partir. Quand je me suis retiré, elle m'a attrapé la chemise à la place, tirant sur le tissu avec assez de force pour arracher un bouton. Tu ne peux pas me faire ça, hurlait-elle maintenant. Tu ne peux pas m'humilier comme ça à ma propre fête. Ta propre fête, Rachel? Tu viens de t'humilier toi-même. Je n'ai rien fait d'autre que de rester ici et de t'écouter révéler exactement qui tu es. Elle a essayé de m'attraper à nouveau, cette fois en allant vers mon visage. J'ai saisi son poignet fermement, mais doucement, sans essayer de lui faire du mal, juste pour l'empêcher de me frapper. C'est alors qu'elle a complètement perdu le contrôle. Lâche-moi. Tout le monde voit ce qu'il fait. Il me fait mal. Sauf que ce n'était pas le cas. Je la touchais à peine et tout. Le monde pouvait le voir. Ma prise était suffisamment lâche pour qu'elle puisse facilement se libérer. Je n'essayais pas de l'immobiliser, juste de l'empêcher de me griffer le visage. Plusieurs personnes avaient leur téléphone en main. Maintenant, à cette époque, quand quelqu'un commence à crier, le premier instinct est d'enregistrer. Probablement en espérant du contenu, peut-être en se préparant à être témoin. Qui sait? Le fait est que tout ce qui s'est passé après a été capturé sous plusieurs angles. Frank s'est frayé un chemin à travers la foule et a physiquement écarté Rachel de moi. Ça suffit, a-t-il dit. D'une voix qui voulait dire à faire. Rachel, tu dois t'arrêter tout de suite. Papa, il essaie de me voler la bague. C'est sa bague, ma chérie. Et honnêtement, après ce que tu viens de dire, je ne le blâme pas de la vouloir en retour. Le visage de Frank était un mélange de colère et de déception que je n'avais jamais vu auparavant. Sa mâchoire était tellement serrée que je pouvais voir les muscles travailler. Donna, sa femme, avait la main sur son épaule comme si elle craignait qu'il ne fasse quelque chose qu'il regretterait. Cela a semblé frapper Rachel plus que tout. Son propre père prenant mon parti, elle a regardé la foule, espérant du soutien, mais tout ce qu'elle a vu, ce sont des visages horrifiés. Même certains des amis de Patricia semblaient dégoûtés. Une femme avec un grand chapeau de soleil secouait littéralement la tête avec incrédulité. Donne-lui la bague, Rachel, a dit Frank doucement. C'est alors que Britney, de toutes les personnes, a décidé de s'impliquer. Elle avait filmé toute la scène avec son téléphone, planifiant probablement de la poster quelque part pour générer de l'engagement. Rachel, donne-lui juste la bague pour que tout le monde puisse passer à autre chose. Tu fais un spectacle. Je fais un spectacle. Je viens de dire la vérité sur ce que je ressens et tout le monde m'attaque. Tu l'as traité de loser et tu as insulté son père mort à tes propres fiançailles, a dit Britney avec une clarté inhabituelle. Ce n'est pas dire la vérité, c'est être un monstre. La tête de Rachel s'est tournée vers sa sœur. Excuse-moi, je ne défends pas ça, a dit Britney en faisant des gestes. Même moi, je sais que c'est un gâchis et mes standards sont assez bas. Pendant que cela se passait, Nat avait sorti son téléphone et avait commencé à enregistrer. Pas de manière évidente, il le tenait juste négligemment comme s'il vérifiait des messages. Il m'a dit plus tard qu'il avait le sentiment que cela allait être important. La confrontation a duré encore quelques minutes avant que Patricia ne persuade finalement Rachel d'enlever la bague. Elle me l'a pratiquement jetée, me frappant à la poitrine avant qu'elle ne rebondisse et ne tombe au sol. Je les ramassai, les inspectai pour d'éventuels dommages et les mis dans ma poche. Tu vas le regretter, m'a sifflé Rachel. Quand tu seras scellé. Misérable, tu te souviendras de ce que tu as jeté. Je l'ai regardé, je l'ai
Vraiment regardé et j'ai réalisé que je n'avais en fait jamais connu cette personne. La Rachel avec qui je suis sorti, celle qui riait à mes blagues, semblait intéressée par ma vie. C'était un acte ou quelqu'un qui est mort au moment où elle a passé trop de temps avec Patricia. Je ne pense pas, j'ai dit. Honnêtement. Adieu, Rachel. Ma mère, mon oncle et mes amis sont partis avec moi. Nous avons quitté la fête en silence complet, sommes montés dans nos véhicules et sommes partis. Personne n'a rien dit pendant les premières minutes. Le trajet a semblé surréaliste, comme si je me voyais de l'extérieur de mon propre corps. Une partie de moi s'attendait encore à me réveiller, comme si c'était une sorte de cauchemar stressant avant la vraie fête de fiançailles. Mais le volant sous mes mains était réel, le son du moteur était réel. Le poids de cette bague dans ma poche était bien réel. Mon oncle nous a suivis dans sa voiture, en mode protection complète. Je pouvais le voir dans le rétroviseur, là. Mâchoire serrée, probablement en train de répéter le même processus mental que moi. Puis ma mère, assise sur le siège passager, s'est penchée et m'a tapoté la main. Je ne l'ai jamais aimé de toute façon. Cela a brisé la tension. Je me suis en fait mis à rire. Le premier rire sincère que j'avais réussi à produire. En ce qui semblait être des heures. Maman, le mois dernier tu m'as dit qu'elle était charmante. J'étais poli. Ses manières à table étaient atroces et elle parlait trop d'elle-même. Elle m'a serré la main. Tu mérites quelqu'un qui voit ta valeur, chérie, pas quelqu'un qui la mesure avec un relevé bancaire. Nous avons fini chez Nat. Nous étions les 12 entassés dans son salon, mangeant des pizzas et digérant ce qui venait de se passer. Ma mère s'est endormie sur le canapé de Nat vers 21h, épuisée par les montagnes russes émotionnelles. Tante Carole l'a couverte d'une couverture et a dit qu'elle veillerait sur elle. Le reste d'entre nous est resté debout à parler. Oncle Dave continuait de faire les 100 pas, toujours secoué par toute cette affaire. J'aurais dû dire quelque chose quand elle a commencé ce discours. J'aurais dû monter là-haut et y mettre fin avant que la mauvaise partie n'arrive. Personne n'a vu ça venir, je lui ai dit. Il n'y avait aucun moyen de prédire qu'elle allait faire ça. Ton père l'aurait mieux géré, dit-il, puis il a immédiatement eu l'air coupable d'avoir mentionné mon père. Papa l'aurait géré exactement de la même manière. J'ai dit, partir avec dignité, ne pas leur donner la satisfaction de te voir t'effondrer. La petite amie de Nat, Mélissa, était restée silencieuse là. Majeure partie de la soirée, mais elle a finalement parlé. Je peux dire en tant que femme que ce que Rachel a fait est la chose la plus embarrassante que j'ai jamais vue, genre je suis honteuse pour tout mon genre en ce moment. C'était un comportement dérangé. Vers 22h, Nat m'a montré ce qu'il avait filmé. Ce n'était pas de qualité parfaite, mais il avait tout capturé, le discours de Rachel, son effondrement, sa tentative de m'attraper, son jet de la bague, tout. Tu veux que je les fasse, m'a-t-il demandé. J'y ai réfléchi pendant peut-être 2 secondes. Pas encore. Voyons comment ça se déroule. Mon téléphone n'avait pas arrêté de sonner depuis que nous avions quitté la fête. Des messages de Rachel alternant entre des excuses et des reproches. Des messages de Patricia menaçant d'une action en justice si je ne rendais pas la bague. Des messages des amis de Rachel me traitant de sans cœur de l'avoir quittée ainsi. Je les ai tous ignorés. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec environ 40 nouvelles notifications. Franck m'avait envoyé un message à 6h du matin, s'excusant à nouveau pour le comportement de sa fille et disant que lui et Donna voulaient m'inviter à déjeuner quand je serais prêt. C'était gentil, mais le vraiment intéressant se passait dans le chat de groupe familial. Vous voyez, la famille élargie de Rachel avait un énorme chat de groupe qui incluait tout le monde du
Côté de Patricia, du côté de Franck, cousin, tante, oncle, toute l'équipe. J'avais été ajouté quand nous nous étions fiancés et je n'avais jamais pensé à partir. Ce qui m'a réveillé, c'était un chaos absolu. Apparemment, l'un des amis de Patricia avait filmé une partie de l'effondrement de Rachel et l'avait partagé avec quelqu'un qui l'a partagé avec quelqu'un d'autre. Et à minuit, c'était arrivé dans le chat familial. Ensuite, Britney, qui, je suppose, a ressenti une sorte de culpabilité, a ajouté l'enregistrement plus complet de Nat. Les réactions ont été brutales. La grand-mère de Rachel, cette douce vieille dame que j'avais rencontrée 2 fois, a écrit un paragraphe entier sur à quel point elle était embarrassée. La tante de Rachel a posté une photo de ma mère et moi à un barbecue familial et a dit que nous étions les personnes les plus gentilles qu'elle ait jamais rencontrées et qu'elle était écœurée par ce que Rachel avait fait. Des cousins que je connaissais à peine ont fait des commentaires sur le fait qu'ils savaient toujours que quelque chose n'allait pas avec Rachel. Même certains des amis de Patricia qui étaient dans le chat commentaient. L'un d'eux a dit qu'elle avait honte d'avoir été là et qu'elle ne pouvait pas croire que Patricia ait élevé une fille qui dirait de telles choses. Patricia a essayé de minimiser les dégâts. Elle a posté un long message disant que la vidéo était sortie de son contexte et que Rachel était juste nerveuse et a dit des choses qu'elle ne voulait pas dire. Personne n'y a cru. Franck a posté une seule déclaration simple. Ce que Rachel a dit est inexcusable. J'ai passé toute la nuit à essayer de comprendre comment ma fille pouvait être si cruelle envers un homme bon qu'il aimait. Je n'ai pas de réponse. Jason, tu as mes plus sincères excuses et mon respect pour la façon dont tu t'es comporté. Cela a obtenu environ 40 réactions en forme de cœur. Le dimanche à midi, la situation avait complètement changé. Le système de soutien de Rachel s'était effondré. Ses amis prenaient leur distance, disant qu'ils ne pouvaient pas défendre ce qu'elle avait dit. Sa famille était silencieuse ou la condamnait activement. Même Britney, qui soutenait normalement sa sœur quoi qu'il arrive, postait des messages disant que certaines choses étaient impardonnables. Rachel m'a appelé 17 fois ce jour-là. Je n'ai pas répondu. Elle m'a envoyé des messages de plus en plus désespérés, disant qu'elle ne le pensait pas. Elle était juste stressée par le mariage. Elle avait trop écouté sa mère. Elle m'aimait et voulait arranger les choses. J'ai lu tous les messages et je n'ai rien ressenti. Vers 15 heures, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Il s'est avéré que c'était Gérald, le mari de Patricia. Il voulait prendre un café et parler d'homme à homme. J'ai failli dire non, mais quelque chose m'a dit d'écouter ce qu'il avait à dire. Nous nous sommes rencontrés dans un Starbucks près de chez moi. Gérald avait l'air fatigué, comme s'il n'avait pas dormi. Il a commandé une boisson compliquée et nous nous sommes assis dans un coin. Je ne suis pas ici pour défendre ce que Rachel a dit, a-t-il commencé. Ce qu'elle a fait était mal. J'ai hoché la tête, attendant de voir où cela allait mener. Je suis marié à Patricia depuis 8 ans. Pendant ce temps, je l'ai vu devenir quelqu'un que je reconnais à peine. L'ascension sociale, l'obsession des apparences, la façon dont elle mesure tout le monde par sa valeur nette. Il a soupiré et s'est frotté les yeux. Elle a empoisonné Rachel avec cette attitude. Ce n'est pas que cela excuse tout, mais je pensais que vous deviez comprendre le contexte. Pourquoi me dites-vous cela? Parce que je vous aime bien, Jason. Vous me rappelez moi-même il y a 30 ans. Un jeune homme sensé, travailleur, n'essayant d'impressionner personne. Il a bu une gorgée de sa boisson. J'ai gagné beaucoup d'argent dans ma carrière. Et vous savez ce que ça m'a donné? Une femme qui se soucie plus de son statut social que de son mariage et de belle-fille qui pense que l'argent est la seule mesure de la valeur d'un homme. Il a glissé quelque chose sur la table. Une enveloppe. Qu'est-ce que
C'est 15 000 $. Appelez ça une compensation pour la bague et tout le reste que vous avez traversé. Je sais que ça ne répare rien, mais je voulais faire quelque chose. J'ai regardé l'enveloppe. Une partie de moi voulait la refuser par principe. Mais ensuite, j'ai pensé aux 15 000 que j'avais dépensés pour la bague, à l'argent que j'avais mis pour les acomptes du mariage, aux heures supplémentaires que j'avais travaillé pour essayer de donner à Rachel le mariage qu'elle voulait. Merci, j'ai dit en prenant l'enveloppe. C'est inattendu. Une chose de plus, a dit Gérald. Patricia va essayer de manipuler toute cette situation, de faire de vous le méchant d'une manière ou d'une autre. Elle y travaille déjà, soyez juste prêts. Il avait raison à ce sujet. Au cours de la semaine suivante, Patricia a lancé une campagne de relations publiques à grande échelle au sein de son cercle social. Elle a dit à tout le monde que j'étais en fait abusif, que Rachel ne parlait que parce qu'elle se sentait piégée, que je l'avais manipulée pour les fiançailles en premier lieu. Des choses très créatives, sauf que la vidéo existait. Et chaque fois que quelqu'un entendait la version de Patricia, il finissait par voir les images et réalisait qu'elle mentait. La meilleure amie de Rachel, Amanda, m'a contacté ce mercredi-là. Nous nous étions toujours bien entendus et elle semblait réellement bouleversée par tout cela. Je veux juste que tu saches que je ne crois rien de ce qu'ils disent de toi, a-t-elle dit. J'étais là pendant la majeure partie de votre relation. Je sais qui tu es. Merci, Amanda, ça compte beaucoup. Rachel est un désordre en ce moment. Sa mère l'a convaincue que si elle attendait, tu reviendrais en rampant. Elle ne comprend pas que ça n'arrivera pas, n'est-ce pas? Ça n'arrivera certainement pas. Bien, je veux dire, pas bien pour elle, mais bien pour toi. Tu mérites mieux. Elle a fait une pause. De plus, j'ai peut-être accidentellement renvoyé la vidéo complète à environ 30 personnes qui répandaient les mensonges de Patricia. Oups. Géant. Fait à ça. Mon doigt a glissé 30 fois. Les conséquences ont frappé Rachel rapidement et durement au cours des mois suivants. Tout d'abord, ses deux amis les plus proches l'ont quittée en une semaine. Jessica et Madison ont vu la vidéo, l'ont comparée aux mensonges de Patricia et ont envoyé à Rachel des SMS identiques disant qu'elle ne pouvait pas s'associer avec quelqu'un qui ferait ça à une bonne personne. Jessica m'a même contacté pour s'excuser pour tout rôle qu'elle aurait pu jouer en permettant le comportement de Rachel. Elle a dit qu'elle remettait en question le caractère de Rachel depuis un certain temps, mais qu'elle ne s'attendait à rien de si grave. Puis son travail s'est effondré. La clinique dentaire où elle travaillait était petite, familiale, et la nouvelle se répand vite dans la communauté dentaire ici. Son patron l'a appelée dans son bureau 3 semaines après la fête et lui a dit que plusieurs patients l'avaient reconnu de la vidéo et avaient demandé des hygiénistes différents. 2 d'entre eux étaient des patients de longue date qui ont spécifiquement dit qu'ils ne se sentaient pas à l'aise d'avoir quelqu'un avec un tel caractère pour leur nettoyer les dents. Elle a été licenciée avec 2 semaines d'indemnité et une lettre de recommandation tiède. Elle est retournée vivre chez Patricia et Gérald en octobre. J'ai appris par Franck que la maison était devenue une zone de guerre. Gérald était furieux de toute la situation et a blâmé Patricia d'avoir empoisonné sa fille avec ses bêtises d'ascension sociale. Ils ont commencé à dormir dans des chambres séparées. En un mois, les amis du Country Club de Patricia ont commencé à refuser les invitations à ces événements, donnant des excuses sur des conflits d'horaires que tout le monde savait être des mensonges. Le cercle social qu'elle avait passé des années à construire s'effondrait brique par brique. Rachel a essayé de sortir à nouveau en novembre. Un courtier financier nommé Bradley avec qui Patricia l'avait mise en contact grâce à ses relations de golf. Ils ont eu 3 rendez-vous avant qu'il ne cherche son nom sur Google, ne trouve la vidéo sur une chaîne de compilation avec 2 vues et ne la largue complètement.
Il a bloqué son numéro, l'a bloqué sur tous les réseaux sociaux, il a juste disparu. Franck m'a dit qu'elle a pleuré pendant une semaine après ça. Je n'ai rien ressenti. Quelqu'un du country club de Patricia a anonymement imprimé des captures d'écran de la vidéo et les a laissées dans le vestiaire des femmes. Patricia l'a découvert lorsque 3 femmes différentes lui ont posé des questions à ce sujet lors d'un déjeuner de charité. Elle est partie tôt et n'est pas revenue pendant 2 mois. Pendant ce temps, j'ai terminé la Chevelle. 3 ans de week-end et ce 454 Big Block a finalement démarré un samedi matin fin octobre. Le son de ce moteur prenant vie était là. Meilleure chose que j'ai entendue depuis des mois. Nat était là, mon oncle. Dave était là et nous sommes tous restés dans mon garage à sourire comme des idiots. Je l'ai emmenée à un salon de l'auto à Tucson quelques semaines plus tard. Elle a remporté le premier prix dans la catégorie des muscles cars. Le trophée est maintenant sur ma cheminée, juste à côté d'une photo de mon père, travaillant sur la même voiture il y a 20 ans. Le travail s'est également amélioré. J'ai été promu à la tête d'un important projet d'infrastructure qui est venu avec une augmentation de 15% et mon propre bureau. Mon patron m'a pris à part après l'annonce et m'a dit qu'il avait observé comment j'avais géré les conséquences des fiançailles. Il a dit que mon professionnalisme et ma concentration pendant une crise personnelle lui avaient dit tout ce qu'il fallait savoir sur mon caractère. Environ 4 mois après la fête, j'étais en train de faire le plein de la Chevelle dans une station-service quand une femme à la pompe d'à côté a commencé à me poser des questions sur la voiture. Elle voulait savoir de quelle année elle était, combien de temps la restauration avait pris. Si j'avais fait le travail moi-même. Elle s'appelait Diana, professeure d'histoire au lycée. Elle conduisait une Jeep délabrée avec le pare-brise fissuré et avait un sourire différent de tout ce que j'avais vu auparavant. Nous avons parlé pendant 20 minutes là, aux pompes. Nous avons échangé nos numéros. Le premier rendez-vous a eu lieu ce week-end-là dans un restaurant de barbecue qu'elle avait recommandé. Diana ne ressemblait en rien à Rachel. Elle s'est présentée à notre premier rendez-vous en jean et t-shirt. Rien de designer, sans prétention. Quand je lui ai parlé de mon travail, elle m'a posé de vraies questions sur l'ingénierie électrique au lieu de s'ennuyer. Quand j'ai mentionné la Chevelle, elle m'a demandé si elle pouvait la voir. Je l'ai emmenée dans mon garage lors de notre 3e rendez-vous. Elle est montée sur le siège conducteur, a passé ses mains sur le volant et m'a demandé de lui parler de mon père. Et c'est ce que j'ai fait. Elle a écouté toute l'histoire sans m'interrompre. Puis elle a dit qu'il serait très fier de ce que tu avais construit. Aucune fille ne m'avait jamais dit ça avant. Les choses ont avancé rapidement après cela, mais dans le bon sens. Dès le 2e mois, elle avait rencontré ma mère, lui avait apporté des biscuits faits maison et avait passé 3 heures à parler de jardinage. Ma mère m'a appelé ce soir-là et a dit « Celle-là, garde-la ». Au 4e mois, Diana avait son propre tiroir chez moi. Et une clé de rechange. Elle a commencé à apprendre sur les voitures. Elle me passait des outils dans le garage pendant que je travaillais sur le projet en cours. Elle se souvenait même de la différence entre une clé à douille et une clé dynamométrique, ce qui était plus que ce que Rachel n'avait jamais réussi à faire. Au bout de 6 mois, j'ai rencontré Rachel dans une épicerie. Elle avait l'air mal, les yeux fatigués, les cheveux en désordre, portant un jogging en public comme si elle avait abandonné. Elle m'a vu avant que je ne puisse m'échapper. Jason, salut, Rachel. Elle a regardé les fleurs et les courses dans mon chariot. Une occasion spéciale ce mardi? Son visage s'est un peu contracté. J'ai entendu dire que tu sortais avec quelqu'un. Une professeure. Diana. Oui, c'est sérieux. Oui, ça l'est. Elle a hoché la tête lentement. Puis a commencé à pleurer là,
dans la section des fruits et légumes. Je suis désolé. Je sais que ça ne répare rien, mais je suis désolé. Ce que j'ai dit à la fête à propos de ton père, à propos de toi étant un loser, j'avais tout faux. J'ai attendu qu'elle termine. J'ai perdu mon travail. Bradley m'a largué. Ma mère et Gérald sont probablement en train de divorcer. La moitié d'eux. Mes amis ne me parlent plus. Elle s'est essuyé les yeux avec sa manche. J'avais tout et je l'ai tout gâché parce que je pensais que je méritais plus. Il s'avère que le plus n'existe pas. J'espère que tu arrangeras les choses. Rachel. Je l'espère vraiment. Et je le pensais. Non pas parce que je m'en souciais encore, mais parce que s'accrocher à la colère était épuisant et que j'avais de meilleures choses à faire. J'espère qu'elle te rendra heureux. Ah, dit Rachel. Diana, j'espère qu'elle sait ce qu'elle a. Elle le sait. Je suis parti sans me retourner. 3 mois plus tard, Diana et moi étions chez Frank. Pour un barbecue. Oui, je sors toujours avec le père de Rachel. Donna fait des côtes levées incroyables et Frank est devenu comme un oncle pour moi. En fait, ce jour-là, il s'est à nouveau excusé. Il a dit qu'il ne pouvait toujours pas croire que sa fille soit devenue comme Patricia. Donna m'a pris à part et m'a dit que je serais toujours le bienvenu là-bas, que j'étais de la famille, peu importe ce qui s'était passé avec Rachel. Ce même week-end, Gérald a demandé le divorce. Apparemment, il le planifiait depuis des mois, attendant juste le bon moment. Patricia a gardé la maison, mais a perdu l'accès à la majeure partie de l'argent, car Gérald avait un contrat de mariage qu'elle avait apparemment oublié. Le contrat de mariage datait de son deuxième mariage et Patricia n'avait jamais pensé à le renégocier car elle supposait qu'elle serait avec Gérald pour toujours. Mauvaise supposition. La dernière fois que j'ai su, elle essayait de vendre la maison de Scottsdale et de la réduire à un condo parce qu'elle ne pouvait pas payer les taxes foncières seule. Gérald m'a en fait invité à déjeuner après la finalisation du divorce. Il voulait me dire en personne qu'il regrettait comment les choses s'étaient passées. Il a dit, voir Rachel détruire une bonne relation pour des raisons superficielles lui a fait réaliser que Patricia faisait la même chose avec leur mariage depuis des années. Il sort maintenant avec quelqu'un de nouveau, une infirmière à la retraite qu'il a rencontrée à la salle de sport. Il dit qu'elle ne ressemblant rien à Patricia et c'est précisément le but. Britney, étonnamment, s'en est bien sortie. Elle a rencontré un gars normal dans un café, s'est fiancée de la manière habituelle et semble en fait heureuse. Elle m'a envoyé un message s'excusant de la façon dont sa famille m'a traité et a dit qu'elle espérait que je me portais bien. Je lui ai dit que je ne lui en voulais pas et je le pensais. Rachel a déménagé dans une autre ville environ 8 mois après l'effondrement de tout. Elle a trouvé un emploi dans une clinique dentaire au Nouveau-Mexique. Assez loin pour ne rencontrer personne qui aurait vu la vidéo. Frank dit qu'elle l'appelle une fois par mois et qu'elle a l'air de mieux en mieux. Peut-être qu'elle apprend quelque chose, peut-être pas. Dans tous les cas, ce n'est pas mon problème. Quant à Diana et moi, nous venons de signer un bail pour un endroit plus grand ensemble. Nous avons utilisé l'argent de la vente de la bague de Rachel, plus le cadeau de Gérald, comme à compte. Nous emménageons le mois prochain.